je suis jeune retraité, donc je vais refaire un petit flashback sur ma vie d'agriculteur. Installation en 1985 avec mes parents sous forme sociétaire sur une exploitation de 170 hectares, système grande culture, donc betterave comme culture principale en termes de revenus, colza, blé, orge, maïs, protéagineux certaines années. La première partie de ma carrière agricole, les 20 premières années, s'est déroulée de façon assez conventionnelle, à savoir des interventions phyto, apport d'engrais sur des objectifs maximaux, à savoir des interventions quasi systématiques aux avertissements. Et après, à partir des années 2000, suite à la signature d'un CTE, on a commencé à rentrer dans des démarches d'optimisation, à savoir regarder les attaques de maladies d'un peu plus près, les interconnexions avec les résistances de chaque variété, et avec comme objectif de réduire les phytos à chaque fois que le risque d'impact négatif sur la rentabilité n'était pas certaine. Donc ça, c'était pour les fongicides. Pour les insecticides, on a commencé à regarder d'un peu plus près les impacts positifs des auxiliaires, à savoir si certains auxiliaires observés en même temps que les ravageurs pouvaient rendre le service de réguler le ravageur ou d'annihiler son expansion. Donc ça a été d'abord une première prise de conscience, et après, au fil des années, à partir de 2010, j'ai fait partie des fermes défis, où là on a commencé à mettre des leviers de culture intégrés, à savoir peut-être tolérer une petite perte, mais pour garder les auxiliaires. Ça, c'était sur les insectes, et c'était assez facile à observer. Donc on a mis en place ces leviers-là et ces modes de protection de culture intégrés en comptant sur les auxiliaires. Et finalement, depuis presque 15 ans, on a très peu utilisé d'insecticides en pulvérisation. Pour les insecticides, ce qui a modifié un peu la donne, c'est les interdictions de semences NNI, où là on commence à être obligé parfois sur betterave, pour éviter le risque jaunisse, remettre des pulvérisations insecticides. Idem sur les blés. Alors les céréales d'automne, on a actionné le levier de semer un peu plus tard, pour en fait limiter à la fois les risques maladies, les risques de salissement, puis après les risques de surdéveloppement hivernal, notamment dû un peu au changement de température l'hiver. Bon, ça fonctionne plutôt bien, sauf qu'il y a quand même des années où on est embêté pour semer tardivement, surtout si les conditions climatiques se dégradent. Donc le colza, ça reste la culture la plus visuelle, parce que de toute façon il y a beaucoup de fleurs. On peut observer sur toutes les fleurs l'attrait des pollinisateurs naturels, mais aussi l'attrait des auxiliaires, notamment anti-milligètes. Donc il y a une microguêpe qui s'appelle Tersilochinée, qui est très régulatrice des larves de milligètes. Et finalement, on s'est aperçu au fil des années qu'elles avaient une biologie bien particulière et facile à observer. Donc sur colza, on a travaillé avec plusieurs spécialistes pour voir les présences de ces microguêpes et mettre en adéquation les présences de larves de milligètes, pour justement être capable de proposer des impasses d'insecticides, pour laisser un peu le champ libre aux milligètes, parce que quand même chaque insecticide pulvérisé va avoir des effets non intentionnels sur parfois les auxiliaires.
Donc le risque d'avoir un effet choc sur à la fois les ravageurs et les auxiliaires, finalement ça fait une population de ravageurs qui peut rebondir parce qu'on aura tué les auxiliaires. Après, sur les colzas, ce qui est intéressant, c'est de voir toute l'activité pollinisateur, qui n'est pas forcément une augmentation, un vecteur d'une augmentation de rendement. Par contre, on se rend compte au fil des années que les colzas rendent service à la biodiversité naturelle, patrimoniale, puisque de toute façon, en cas de disette sur certains buissons, les pruneliers, on voit les abeilles sauvages revenir sur les colzas pour se nourrir sur leur cycle qui est quelque part assez court.